Bonsoir et heureuse de vous retrouver pour cette édition. Nous avons comme invité ce soir le chef de la diplomatie comorienne, Souaif Mohamed Elamine. Avec lui, nous allons aborder plusieurs points, notamment les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, comme étant il y aurait un cas de Covid-19 importé à Mayotte venant de Moroni. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Le président de la République est en Anjouan pour une visite de travail. Là-bas, il voulait constater de visu les mesures préventives prises par les autorités sanitaires de l'île. Je vous propose ce reportage de Sofiati Hassan depuis Anjouan. Le président de la République, Azali Assoumani, a effectué une visite à Anjouan où il a mis en place le comité régional chargé de la gestion du coronavirus. Il a salué le travail qu'effectue ce comité présidé par le gouverneur de l'île d'Anjouan. Le travail ici à Anjouan, alhamdoulilah, se fait très très bien. Vraiment les médecins, le personnel soignant, la population, ils sont tous très très mobilisés pour faire barrage à cette pandémie. Donc là, vraiment, on est très satisfaits. On est donc venu aussi en même temps les encourager dans ces efforts qu'ils déploient tous les jours pour faire barrage à la pandémie. Rappelons que jusqu'alors, aucun cas de Covid-19 n'a été détecté et cela n'empêche l'autorité gouvernementale de prendre des mesures préventives. Et bien évidemment, les autorités de l'île de Nzouani ne cessent de se réunir pour renforcer davantage les mesures préventives de lutte contre le Covid-19. Je vous propose ce reportage d'Ayatollah Mahmoud et Ania Amadi. Ces autorités ont compris la vulnérabilité du pays, alors installé des comités étaient moyens de barrer la route à cet ennemi invisible. Covid-19 tue, Covid-19 fait peur. Alors les autorités comme la population doivent prendre les mesures qui s'imposent. À Darinadja, les membres des comités avaient un objectif. Il faut qu'on fasse une intervention chirurgicale. C'est-à-dire qu'il faut que dans la communauté, on arrive à répertorier les activités qui sont dangereuses. Par exemple, les écoles coraniques où les élèves continuent à aller, les funérailles, la gestion des funérailles, les mariages que les gens continuent à faire, les jeux de dominos, mraha. Donc il faut qu'on arrive à identifier toutes ces activités dangereuses dans les villages et que, avec la communauté, les chefs de village, les maires, les préfets, etc., on arrive à faire une intervention chirurgicale au niveau de ces activités-là. Parce que si on les fait aujourd'hui, ces activités-là, même si demain le virus est là, il n'y a pas de problème, on va pouvoir gérer, on va pouvoir limiter la contamination. Coronavirus doit éveiller la conscience de tout citoyen, qu'il sache que la prévention passe avant toute chose. Ces mesures-là, c'est des mesures clés. Ces mesures-là, il faut qu'on les applique. Ces mesures-là, ils ont fait leur preuve dans beaucoup de pays. Seulement le problème qui se pose ici, chez nous, en fait, c'est comme si tu es en train de montrer la lune à quelqu'un. Tu montres la lune du doigt à quelqu'un. Cette personne-là ne regarde même pas la lune, mais elle regarde juste le doigt. On est en train de parler de mesures barrières, mais on réduit toutes ces mesures-là à une question de mosquée. Je pense que c'est dangereux parce que nous sommes un pays pauvre. On n'a pas d'autres moyens. On n'a pas d'autres moyens de pouvoir survivre à cette pandémie que la prévention. Il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on se dise qu'on n'a pas d'autre solution que ces mesures barrières. En juin, Moheli, Ngazidja sont en quel stade de la maladie? Nous sommes à un stade qu'on appelle le stade 1 de la maladie. Le stade 1, c'est-à-dire que le virus n'est pas encore dans le pays. Donc je pense que d'ailleurs au niveau du continent, nous faisons partie des rares pays avec le Lesotho à ne pas avoir le virus. Le virus n'existe pas dans le pays. Donc la politique dont il va s'agir aujourd'hui, c'est de faire barrage à l'entrée du virus. Faire barrage à l'entrée du virus, et on sait que l'expérience a été faite dans les pays d'Asie. On sait que si les mesures barrières qu'on nous dit, si on applique très bien ces mesures barrières-là, on peut faire face à cette maladie, on peut gérer cette maladie. Ce même jour, le PNUD a remis des matériels à ses comités. Des matériels composés de matelas, eau de javel, draps, pour ne citer que ceux-là. Le ministre des Affaires étrangères, Souaif Mohamed Elamine, face à la presse ce jeudi, il a tenu à éclairer l'opinion publique sur les rumeurs qui circulent comme étant il y aurait un cas importé à Moroni vers Mayotte. Je vous propose de le suivre. Le préfet, il a dit, là maintenant, ils ont une peur
ils sont préoccupés parce qu'il y aura certainement beaucoup de mouvements en direction de Mayotte et qu'il aurait besoin de moyens supplémentaires. Donc là, ils se réfèrent directement au financement ultramarin. Donc ils ont besoin de crédits additionnels. Et puis il faut qu'ils utilisent les Comores pour avoir ces crédits. Je ne pense pas que le moment c'est maintenant. Le préfet, s'il a besoin d'aide, s'il a besoin de budget supplémentaire, il n'a qu'à élaborer et puis demander à la France. Je ne suis pas là pour parler au nom du sous-comité scientifique et je ne suis pas médecin, mais je pense que ce discours est déplacé. Monsieur le préfet, il demande à l'ambassadrice d'exiger à ce que les Comores respectent les engagements qu'ils ont pris. Non, mais les engagements que nous avons pris, c'est quoi? Faire des patrouilles mixtes, limiter les mouvements, contrôler les mouvements, c'est-à-dire empêcher les embarcations de fortune à partir de Moroni vers Mayotte, ou bien à partir d'Anjouan vers Mayotte, oui. Mais nous aussi, nous avons demandé à la France de faire respecter un certain nombre d'engagements, démanteler le réseau, parce que les embarcations de fortune dont il fait référence à partir d'Anjouan sont financées par des gens qui sont des caïds, qui sont à Mayotte. Ça fait 3 semaines. J'ai demandé à l'ambassadrice de France ici de saisir le préfet et lui dire d'empêcher ces mouvements à partir de Mayotte. Qu'ils nous disent qu'est-ce qui a été fait. Rien n'a été fait. Et nous revenons sur le reportage de l'aéroport de Ouani. C'était le 13 avril. Des habitants de l'île Mayotte ont préféré rejoindre leurs familles respectives en cette période de pandémie que de rester en juin. Je vous propose les images d'Ayatollah Mahmoud et Annie Amadi. C'est sur cet aéroport de Ouani où toutes les dispositions de prévention contre le Covid-19 sont prises qu'une soixantaine de ressortissants français s'apprêtent à regagner l'île de Mayotte à bord de la compagnie EWAR. Ils sont presque tous de pères de famille ou mères qui veulent être proches de leurs enfants en cette période difficile où la population à Mayotte reste confinée. Certains sont très heureux. Je n'ai aucun souci. Comme on dit souvent, on est bien heureux que chez soi. On est ici, le budget qui était en notre possession est épuisé. Donc, vivre sans argent hors de son pays est difficile, ce qui entraîne les possibilités de regagner notre île afin d'être tranquille. À l'aéroport, les places sont limitées. Je suis très heureuse de savoir que ma fille va voyager, mais moi, sa mère, n'a pas eu accès de voyager aujourd'hui. Mauvaise chance, j'ai pas eu de place. Je ne sais pas comment montrer ma joie, ma satisfaction de voir cette opportunité de nous rapatrier, au moins la moitié. Ce que j'aimerais savoir venant du gouvernement, sans pointage de doigt, que ça soit Mayotte ou Anjouan. Ma question est la suivante. Et nous qui sommes actuellement ici en Anjouan, quelle solution envisage le gouvernement vis-à-vis du reste, sachant que Mayotte, là où on vit, il y a la maladie. Et cette dernière est grave. Mais on n'a pas le choix, car nous avons laissé des petits-enfants pour leur sécurité, leur survie dépend de sa maman. Même si papa est là, mais l'enfant a toujours besoin de l'affection de sa mère. Toutes sortes de réactions pleuvent sur cette tarmac. Une partie de ces ressortissants s'indigne. Je ne suis pas heureux. C'est la stricte vérité, car ce qu'on est en train d'endurer ici, vaut mieux prendre un kwasa-kwasa et retourner à Mayotte. Dans les ambassades, la corruption a pris le dessus. Et moi, je ne mange pas mes mots. Même ici, on n'est pas pris en considération. C'est judicieux de savoir la vérité de ce qui se passe réellement. Voir cette situation ressemble à celle du manque de cigarettes. Les gens abusent de rehausser les prix. Nous avons acheté des billets pour venir ici et nous souhaitons retourner. Des taxes nous suent et tous ces problèmes, je ne pourrais pas dire que je suis heureux. À l'aéroport de Ouani, les autorités consulaires assistent à ce rapatriement. Intervenant de ce reportage du
13 avril 2020, c'était Ibrahim Hassani, alias Abidjan. Hier, le 15 avril 2020, à 13h, nos confrères de l'île de Mayotte, à travers leur préfet de Mayotte, ils ont annoncé que M. Hassani est dépisté Covid-19 positif. Quelle est votre réaction, Monsieur le ministre? C'est le monsieur qui vient de parler? C'est le monsieur qui vient de parler? C'est Ibrahim Hassani, alias Abidjan. Mais c'est tout à fait normal. Est-ce que vous avez vu des signes de quelqu'un qui est malade? Quelqu'un qui souffre du coronavirus, c'est connu, les symptômes. Est-ce que vous avez vu les symptômes? Quelqu'un qui vient publiquement dénoncer la corruption dans les services consulaires, dans les chancelleries de son pays, c'est normal. Je ne suis pas à Mayotte, je ne sais pas ce qui se fait à Mayotte, je ne suis pas son dossier, je ne peux pas improviser. Mais je pense que cette personne, parmi tant d'autres qui sont évacués à partir d'Anjouan ou à partir de Moroni, vers Mayotte, à la demande des autorités françaises, parce que ce sont des Français qui sont de passage ici. Mais il y a un point de départ. Donc, ça veut dire qu'il vient de quelque part, et là maintenant j'ai compris qu'il vient de Mayotte. Et c'est à Mayotte où il y a le fléau. C'est à Mayotte où il a été reconnu internationalement que la maladie du coronavirus existe déjà au sein de l'archipel des Comores. On n'a pas parlé de la Grande Comore, on n'a pas parlé d'Anjouan, on n'a pas parlé... Donc moi je pense qu'il y a, comme je l'ai dit hier, il y a du théâtre dans le théâtre. Le préfet de Hambou dément les rumeurs selon laquelle la personne testée positive aurait été de Singani. Je vous propose de le suivre. Suite aux rumeurs qui ont commencé à circuler dans le pays depuis hier, stipulant que le passager qui allait à Mayotte, paraît-il qu'il y a un qui est atteint par le Covid-19, ça ce n'est pas vrai, car j'ai fait des recherches, j'ai demandé même le chef du village. Lui, selon les investigations qu'il a faites, il a trouvé que ce sont des propos infondés. D'ailleurs, le nom évoqué n'est pas de Singani. Il a vu la photo de la personne en question, il n'est pas de Singani. Donc, il faut vérifier les informations avant de les propager, car une information fausse peut provoquer une guerre. Et vers 15h par les réseaux sociaux, l'ambassade de France à Moroni publie une note verbale confirmant la positivité de M. Hassani Ibrahima. Dans ce document, les détails précisent que M. Hassani Ibrahima, âgé de 51 ans, né le 2 février 1969, a habité à Singani pendant 40 jours. Ça signifie que beaucoup de monde a été contaminé. Pourquoi l'ambassade de France s'est mêlée dans une affaire de santé publique? C'est intéressant. Le problème n'est pas que l'ambassade s'est mêlée dans une affaire de santé publique. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'ambassade, nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités françaises. Nous avons signé des accords de partenariat, mais le problème qui se pose, c'est que je pense que ce sujet a été déplacé parce que c'est un Français qui est à Mayotte. Mayotte, c'est un territoire comorien, mais qui est administré par la France. Et que, que l'ambassade nous adresse une note verbale pour nous dire que telle personne est infectée. Je crois que tous les jours, on recevra d'autres notes verbales. Et puis là, j'attends à ce que la situation soit régularisée, parce qu'il y a plus de 250 cas à Mayotte confirmés, que l'ambassade nous envoie régulièrement des notes verbales. Ça, c'est une affaire franco-française. Pourquoi nous adresser une note verbale? C'est la première des questions. La deuxième, par rapport à ce que vous avez dit, c'est vrai, nous avons une coopération, nous avons une collaboration, nous avons signé des accords dans le domaine de la santé, mais je crois que il y a des canaux appropriés pour transmettre les informations. Et ces canaux appropriés, que je sache, ne sont pas des notes verbales, et des notes verbales lesquelles, comme vous avez vu, ont été largement publiées à travers les réseaux sociaux.
que je sache, la diplomatie que j'ai apprise, mon premier maître c'est Boutros Ghali. Je sais qu'une note verbale, c'est un document qui est adressé au ministère des Affaires étrangères par une ambassade ou bien une organisation internationale et vice-versa. Donc aujourd'hui, que la note soit publiée ou bien adressée à d'autres départements ou bien à la société civile ou à travers les réseaux sociaux, je pense que là, il y a manquement dans la diplomatie. Nous avons eu connaissance d'un email adressé au ministre de la Santé, Mme Lubiakout Atoumani. Dans ce mail, le surnommé Abidjan est prénommé Ibrahima au lieu d'Ibrahim. Sa date de naissance est de 7 juillet 1969 au lieu de 2 février 1969. Quelle incohérence, qui dit vrai exactement? Là, je pense aussi que ce n'est pas à moi de vous poser la question et ce n'est pas à moi de répondre. Là, vous parlez d'une note verbale qui émane d'une ambassade, d'une chancellerie française, et vous parlez aussi d'une correspondance qui émane d'une autorité française à Mayotte. Donc, comme je l'ai dit dès le départ, tout ce que nous vivons, c'est vraiment du théâtre. Tout ce que nous vivons, c'est un peu, ça me rappelle un peu Conseil de sécurité, le débat ou le discours de Colin Powell disant que l'Irak disposait d'armes de destruction massive. Il vient au Conseil de sécurité avec des preuves. Et heureusement qu'en France, il n'y a pas que des personnes comme Mme Voynet. Il y a Dominique de Villepin qui a prononcé un discours. Pour la première fois, j'ai vu le Conseil de sécurité applaudir une personnalité. Et ce discours est entré dans les annales de l'histoire diplomatique du monde contemporain, réfutant les preuves de Colin Powell et de l'administration américaine disant qu'il n'y a pas d'armes de destruction massive en Irak. Le résultat, c'est quoi? Il y a eu l'invasion en Irak, mais est-ce qu'on a trouvé les armes de destruction massive? Non, il n'y a pas eu d'armes de destruction massive. Donc c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Là, vous nous parlez d'un cas, quelqu'un qui a séjourné chez nous pendant un mois et qu'il n'y a pas eu de signes, il n'y a pas eu de symptômes qui se sont manifestés, il n'y a pas eu de contamination, il n'y a pas eu, alors que nous voyons ce qui se passe tous les jours en France, en Italie, en Espagne, ou bien je peux admettre que, bon, c'est vrai, il y a le coronavirus dans notre pays, mais le coronavirus qui existe dans notre pays est inoffensif. C'est-à-dire, il n'est pas comme celui que les gens ont connu en France, en Espagne ou en Italie. Dans ce même courrier, Mme Voynet dit avoir eu connaissance le 10 avril 2020 d'un scanner pulmonaire d'un patient comorien décédé, et il s'agit du grand moufti qui est décédé 2 jours avant, c'est-à-dire le 8 avril 2020. Dans son papier, les images montrent une forme grave du Covid-19. Ça veut dire que le grand moufti est mort du Covid-19, monsieur le ministre, d'après ce papier? Bon, encore une fois, je ne suis pas médecin pour interpréter ce qui a été dit dans ce papier de Mme Voynet. Mais pour revenir au cas d'Ibrahim Hassan, à l'heure où on vous parle, il est chez lui. Il est chez lui. Donc, en moins de 2 heures de temps, maintenant, il est rétabli et puis il est chez lui. Donc, je vous ai dit que c'est du cinéma. Ça, c'est... S'agissant du cas du grand moufti, j'ai eu une pensée au président français François Mitterrand, qui disait un jour que le respect des vivants est lié au respect des morts. Ce principe fondamental doit être respecté plus fermement que jamais au moment où se développent de nouvelles et dangereuses tentatives d'exclusion et de discrimination. Ça, c'est François Mitterrand. Donc, Mme Voynet, ancien ministre, médecin, que je respecte beaucoup, je pense qu'elle a failli sa mission. Ici, en question d'éthique et de moralité, il y a eu violation du secret médical, il y a eu violation du secret professionnel, il y a eu violation d'une vie privée qui risque de causer des troubles au niveau de notre société. Et là, je regrette que les autorités de Mayotte sont tombées vraiment bas à ce point. Madame Voynet, qui a fait cette déclaration, une déclaration que j'estime déplacée, mais pourquoi elle n'a pas fait une déclaration par rapport à ce qui se passe à Madagascar, par rapport à ce qui se passe aux Seychelles, par rapport à ce qui se passe à Maurice? Pourquoi elle fait une déclaration au nom des Comores? Est-ce qu'elle ne sait pas que depuis
le 6 juillet 1975, les Comores sont indépendantes. Et que s'il y a eu un cas ici, il revient peut-être au comité scientifique ou à notre président de faire la déclaration comme dans les autres pays. Mais ce préfet, il est né des derniers pluies ou comment? Il n'est pas au courant que nous sommes indépendants? Je pense que Mme Voynet, qui est en poste à Mayotte, aurait pu se taire et profiter de sa période de pré-retraite, profiter du soleil et de l'océan Indien et des plages de Mayotte, au lieu de se mêler dans des histoires qui ne la concernent pas. Merci, Monsieur le ministre. Les agents de la direction de santé au niveau de Mouali ont entamé ce jeudi une tournée de sensibilisation dans les différentes localités de l'île sur les mesures barrières pour lutter contre le Covid-19. Hussein Abdillahi et Farid Kassim. L'objectif de cette sensibilisation est de renforcer les mesures de prévention contre le Covid-19, mais également rassurer la population sur les rumeurs qui circulent relatives à l'utilisation du vaccin de Covid-19 contre les enfants de 0 à 3 ans et les femmes enceintes. Cette campagne de sensibilisation n'est pas l'effet du hasard. Ces villages qui se trouvent dans les zones côtières de l'île représentent des cibles potentielles sur l'introduction du Covid-19. Nous avons mis un programme de communication pour le changement de comportement, notamment de sensibilisation dans les villages, dans la communauté et aussi notamment dans les villages côtiers où il y a des plages pour sensibiliser sur les mesures préventives concernant la maladie Covid-19. On a mis accent là-dessus, sur la sensibilisation que toute personne suspectée d'être venue qui vient de Mayotte ou d'Anjouan doit être signalée, déclarée au niveau des responsables pour être mis en quarantaine, pour être surveillé de près. Au cours de cette opération, il était également question de discuter avec les personnes qui font appel à la prière pour les inciter à appeler une fois de plus à la population sur l'importance de respecter ces mesures de prévention. Ces derniers se disent prêts à sensibiliser de plus les fidèles pour le bien-être de tous. Les agents de la santé m'ont trouvé ici pour faire passer le message relatif à la vaccination des enfants, mais aussi pour les femmes enceintes. C'est triste de ne pas y aller vacciner les enfants, puisque ces vaccins les protègent de plusieurs maladies, comme la rougeole, le tétanos, etc. J'ai bien reçu le message et je ferai de mon mieux pour le faire passer et sensibiliser surtout les parents sur cette question. Sensibiliser les différentes couches sociales sur les dangers de cette maladie est devenu une priorité. C'est pourquoi la mise en place des numéros vers 1717 pour orienter et répondre à la population sur les questions relatives au Covid-19, mais aussi pour la gestion d'éventuels cas suspects. Un comité de veille économique est mis en place par l'Union des chambres de commerce et de l'industrie, UCCIA. La nouvelle a été annoncée ce mercredi au cours d'une conférence de presse. Il est chargé d'observer et analyser l'impact de la pandémie du coronavirus sur les activités économiques et commerciales du pays. Reportage d'un Madame Baraka et Mariam Alirilo, compte rendu de Adidjan Mouri. Après diverses enquêtes réalisées par l'Union des chambres de commerce et d'industrie sur le terrain, cette dernière a pu évaluer les activités affectées par cette crise sanitaire. La mise en place d'un comité de veille économique était nécessaire pour accompagner ce secteur en examinant l'influence de la maladie dans toutes les activités commerciales. Par rapport aux importateurs, ils se plaignent du fait que les mesures décrétées par le chef de l'État ne sont pas 100% appliquées, notamment au niveau de la douane. Ils se plaignent d'un arbitraire au niveau des douaniers qui fixe arbitrairement les valeurs transactionnelles, de sorte à ce que les 30% qu'ils ont eu de baisse sont répercutés sur les valeurs transactionnelles et se retrouvent au même niveau. Et donc, dans ce sens-là, nous avons aussi formulé une recommandation déjà au directeur général de la douane pour lui faire part de ces problèmes et une recommandation au gouvernement pour que, ensemble, nous puissions trouver des solutions qui ne pénalisent pas le secteur privé. Au cours de cette conférence de presse,
Les responsables de l'UCCI ont rassuré que des mesures seront prises, notamment la mise en place d'un fonds dédié au crédit bancaire, à la solidarité sociale et au paiement des dettes internes. Renflouer la caisse de solidarité nationale pour pouvoir accompagner les employés en cette période difficile. Deuxième recommandation, c'est la mise en place d'un fonds qui leur permettront de tenir le rythme pour ne pas fermer entièrement. Ils ont aussi sollicité que le gouvernement mette à disposition un fonds à même de payer la dette intérieure. Et donc, ils souhaiteraient que l'État puisse honorer ces factures-là pour leur apporter une bouffée d'oxygène. Pour le bon fonctionnement de ce comité de veille économique, des partenaires du secteur public et privé se sont ralliés à cette cause. Et au Cameroun, après des tensions à la prison centrale de Yaoundé surpeuplée, le président Paul Biya annonce la libération de détenus pour désengorger les cellules en pleine pandémie. Reportage de France 24. Les prisons camerounaises, notoirement surpeuplées, sont sous pression depuis 48 heures avec un climat agité, notamment dans celle de Yaoundé, d'après des images clandestines ayant circulé sur les réseaux sociaux. Au moins 3 détenus seraient morts, soupçonnés d'avoir succombé au Covid-19 et de nombreux autres cas suspects auraient déjà été repérés. D'où sans doute cette décision inattendue et ce décret présidentiel qui accorde des commutations et des remises de peine. Un désengorgement des prisons, notamment celle de Kondengui, ici dans la capitale, réclamée ces derniers jours par les défenseurs des droits de l'homme. Écoutez la réaction à ce décret de Maximilienne Gombe, la directrice de la principale organisation de défense des droits de l'homme d'Afrique centrale. Pour une prison qui a peut-être 4 000 ou 5 000 personnes et où il y a plus de prévenus, qui était construite, n'est-ce pas, pour 200-300 personnes. Si vous faites sortir 1000, on pense qu'il y a beaucoup de choses d'autres à faire, mais c'est une très bonne chose. On ne sait pas exactement le nombre de prisonniers qui seront libérés, mais ce que l'on sait, c'est que ni les leaders emprisonnés dans le cadre de la crise anglophone, ni les militants politiques ne sont concernés par cette mesure, alors que Maurice Kamto, le principal opposant à Paul Biya, ne cesse de réclamer leur libération au pouvoir en alertant sur une situation dramatique dans les prisons camerounaises. En Tunisie, le confinement est une preuve difficile pour les plus démunis. Plus d'1 million vit sous le seuil de la pauvreté. Encore une fois, je vous propose ce reportage de France 24. Cela fait des jours que des Tunisiens viennent pour chercher leurs allocations, promises par le gouvernement pendant le confinement, d'un montant de 60 €. Beaucoup sont en situation précaire, sans compte bancaire et doivent donc se déplacer pour retirer leur argent. Dans ce bureau de poste, des associations se mobilisent pour faire respecter la distance sociale. On a fait ce système d'attente avec des chaises dehors pour que les gens puissent attendre suffisamment éloignés les uns des autres, avec un numéro, leur tour. Et ce, chaque jour, jusqu'à ce que la poste ferme. Si on n'avait pas fait cela, les administrations auraient peut-être fermé à cause de la pression de la foule. Devant les sièges des délégations représentant l'autorité locale, ceux qui ne sont pas déjà enregistrés auprès des aides sociales doivent déposer un formulaire. En quelques jours, la délégation du quartier populaire de Sidi Arsine a reçu près de 25 000 demandes. Ces bénévoles de la société civile nous aident tous les jours à trier, compiler, mettre en priorité les familles qui sont le plus dans l'urgence. Ensuite, cela va aller au bureau régional du ministère des Affaires sociales qui va tout traiter. En attendant, dans ce quartier, l'urgence est présente à chaque coin de rue, comme pour ce père de famille. Est-ce qu'il y a de la semoule et de l'huile? Il n'y a ni semoule ni huile. Depuis le début du confinement, on ne peut rien faire, ni travailler, ni trouver ces produits essentiels. D'autres, s'ils étaient confinés chez eux, comme ce vendeur ambulant, ont dû se remettre au travail faute de ressources. Croyez-moi, si j'avais le choix, je ne le ferais pas. Mais je dois travailler pour échapper à la pauvreté. Lorsque la police arrive pour disperser les passants, chacun ramasse ses affaires à contre-cœur, comme dans ce souk de fruits et légumes, un scénario qui se répète souvent dans ce quartier. Le confinement reste difficile à vivre pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que de travailler.
Et en France, plus d'un tiers des marins du poste avion français Charles de Gaulle ont été testés positifs au Covid-19 depuis leur retour anticipé en France dimanche. Après la découverte de contamination à bord, l'un d'entre eux se trouve en réanimation. Reportage de France 24. 668 marins du porte-avions Charles de Gaulle testés positifs au coronavirus. C'est plus d'un tiers de l'équipage et le bilan est loin d'être définitif car la campagne de test est toujours en cours. Au total, 1950 marins sont concernés, les occupants du bâtiment nucléaire français et de la frégate de défense aérienne qui l'accompagnait. 31 sont actuellement hospitalisés, dont un en réanimation. Le Charles de Gaulle a interrompu sa mission en mer après la découverte d'une cinquantaine de cas et a rejoint dimanche le port de Toulon. Depuis, l'équipage a été isolé. Difficile d'éviter la transmission du virus dans les espaces confinés des navires militaires. La dernière escale du Charles de Gaulle remonte à la mi-mars. C'était à Brest. Une enquête a été ouverte sur l'origine de la contamination. Et aux États-Unis, un nouveau record de 2569 décès en 24 heures a pourtant été rapporté ce mercredi. Donald Trump va présenter ses pistes pour la fin du confinement aux États-Unis. Reportage de France 24. Séquence inédite dans la salle de presse de la Maison-Blanche. Donald Trump, tout sourire, devant un clip retraçant sa gestion de l'épidémie de coronavirus face à des journalistes médusés. Car cette vidéo, montée à la gloire du milliardaire américain, omet les failles dans ses prises de décision. Déni de l'épidémie, retard sur les mesures à prendre pour combattre le coronavirus et refus d'un confinement à l'échelle du pays. Interrogé sur ces questions, le président américain s'en est directement pris aux journalistes. You bought yourself some time. You didn't use it to prepare hospitals. You didn't use it to ramp up testing. Right now, you're so disgraceful. We've done this right, and we really have done this right. The problem is the press doesn't cover it the way it should be. Go ahead. Depuis que l'épidémie de Covid-19 frappe les États-Unis, le président américain multiplie les actes d'autoritarisme, notamment lorsqu'il suspend les crédits accordés à l'OMS, accusé par Donald Trump d'avoir couvert la Chine au début de la crise, ou lorsqu'il menace d'annuler les mesures de confinement mises en place par les gouverneurs des États au détriment des mesures de sécurité sanitaire. The federal government has absolute power. It has the power. As to whether or not I'll use that power, we'll see. I would rather, John, work with the states because I like going down to a local government. Avec ses points presse quotidiens, Donald Trump voulait montrer l'image d'un chef en guerre contre l'épidémie, pas celle d'un président quelque peu dépassé par les événements. Monsieur le ministre, vous avez pu avoir un œil sur la situation mondiale en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Quel est votre... Vous voyez, ce qui se passe, ça dépasse tout ce qui a été prévu, les prévisions des pays, des organisations. Et vous avez vu le porte-avions Charles de Gaulle, des gens qui sont là dans le monde pour servir l'humanité, pour servir leur pays, et ils ont été infectés sans le savoir. D'ailleurs, si Mme Voynet pourrait aider à détecter et savoir pourquoi ces marins ont été infectés, je crois qu'elle rendrait un grand service à la France. Parce que, bon, les services qu'elle voudrait bien rendre à l'État comorien, je crois que, bon, merci, qu'elle garde ses conseils pour son pays. Merci, M. Soif Mohamed Elamine, le chef de la diplomatie comorienne. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.